Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Le résultat est historique. 2 électeurs sur 3 ne sont pas allés voter. Abstention record. Personne ne peut se réjouir de l'abstention record qui a été enregistrée. C'est tout simplement du jamais vu sous la Ve République. Ça veut dire que 31 millions d'électeurs ne sont pas allés voter. Nos électeurs ne se sont pas déplacés. Où êtes-vous ? Où êtes-vous ce soir ? Si vous ne votez pas pour vos idées, votre voix ne porte plus. La victoire est possible si vous vous bougez. Et oui, elle est prévue à 30% cette année, alors que la présidentielle est l'élection clé de la Ve République. Elle risque d'être le premier parti de France. Vous l'avez reconnu, c'est l'abstention. C'est encore le rolling qui le confirme depuis hier. Elle est au plus haut depuis le début du rolling d'IFOP Fiducial pour Sud Radio le 10 janvier dernier. Elle serait de 30%. Alors si on compte l'abstention et le vote protestataire, si on fait le cumul des deux, c'est ultra majoritaire en France. Comment résoudre ce problème alors qu'il y a des tonnes de mouvements sociaux si les gens ne vont pas aux urnes ? Peut-être les Français sont-ils désabusés et peut-être qu'ils se disent que voter ne sert plus à grand-chose. D'où notre grand débat présidentiel 2022. Craignez-vous une abstention record et vous êtes 50,3% à dire oui. Avec nous Aurélie Gros, présidente de la France Vraiment, auteur du livre Pour un ministère des citoyens, publié aux éditions de l'Aube, préfacé par quelqu'un qu'on connaît bien sur Sud Radio et qu'on salue, notre ami Éric Revel. C'est aussi copréfacé avec Éric Maurice. Bonsoir Aurélie Gros. Bonsoir. S'abstenir et se plaindre, n'est-ce pas un peu schizophrène ? Ah, c'est toute la question. Excellent sujet de philo. Ah bah, exactement, merci pour l'invitation. Non, j'ai 20 minutes. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une perte de confiance, c'est évident. On le voit dans toutes les élections municipales, régionales, départementales, européennes, j'en parle même pas. C'est la bérésina totale. Je crois qu'aujourd'hui, il y a peut-être une demande aussi, c'est d'être plus entendu et beaucoup plus considéré. Les citoyens, effectivement, à quoi ça sert encore d'aller voter ? Si on écoute toutes les radios et les télés de France, en fin de compte, le gagnant, on l'a déjà. Pourquoi se déplacer ? Pourquoi perdre un dimanche ? C'est ça la question, en fin de compte. Philippe Bilger, qui lui ne s'est jamais abstenu de sa vie, je crois. Non, en effet. Mais est-ce que ministère des citoyens, est-ce que ça n'est pas un peu réducteur ? Est-ce qu'au fond, vous n'auriez pas dû écrire pour un pouvoir dévolu aux citoyens ? Premier point. Deuxième point, je crains l'abstention, mais je ne la comprendrai pas parce que notamment, mais vous allez sans doute me contredire, on entend beaucoup dire que cette campagne n'aurait pas une haute tonalité intellectuelle. Alors, pour ma part, je considère qu'une campagne peut avoir de l'intérêt, de l'intensité, susciter la curiosité, même si elle ne brasse pas des concepts himalayesques. Et je ne comprendrais pas alors une abstention, même s'il y a des causes multiples qu'on connaît tous. Est-ce que vous croyez que cette campagne, par exemple, peut diminuer l'abstention, comme sans atteindre, par exemple, le taux, le dernier taux remarquable, c'était 2007 avec Nicolas Sarkozy. Oui, plus de 80% de votants. Le pire taux, c'est 2002, 71,6. Vous avez entendu le mot himalayesque de Philippe Bilger. Vous comprenez pourquoi ces propos sont toujours des montagnes d'intelligence. Nous vous écoutons, Aurélie Gros. Alors déjà, pour un ministère des citoyens, c'est pas réducteur. En fin de compte, c'est une méthode. Nous sommes un mouvement citoyen qui est constitué en antenne départementale, qui existe depuis 5 ans, qui compte 30 000 sympathisants. D'accord. Et qui a pour but de mener, en tout cas, des échanges, des discussions avec des citoyens sur des grands sujets qui les concernent. Ça peut être le handicap, ça peut être l'éducation, le consentement à l'impôt. Donc il y a beaucoup de sujets. Et la démocratie participative. L'intérêt, c'est aussi d'aller après voir les décideurs et d'aller leur expliquer qu'il y a des propositions de la co-construction, de l'intelligence citoyenne qui existe et qui serait temps aujourd'hui pour redonner confiance aux citoyens de venir un peu plus à des réalités de terrain. Et sur cette campagne-là, je suis désolée, mais on n'a pas
vraiment parler des sujets qui concernent les citoyens. C'est-à-dire qu'on a beaucoup stigmatisé certains sujets. On a des candidats qui ont fait, en fin de compte, du populisme négatif, parce que je suis contre le fait de toujours expliquer que le populisme, le mettre à toutes les sauces de la négativité. Je trouve ça dommage. Je pense qu'il existe du populisme, c'est le peuple. Donc il ne faut pas non plus dénigrer le populisme. Mais ce populisme négatif qui a été proposé par un certain nombre de candidats n'a pas permis aux autres candidats, en fin de compte, de s'exprimer sur des choses de la vie des Français. Aujourd'hui, c'est ça que les Français attendent, c'est qu'on s'intéresse à eux et qu'on revienne les pieds dans la boue. Et dans la glaise, comme on dit. Dans la glaise, et qu'on vienne les voir sur le terrain et qu'on échange avec eux sur ce qui les touche au quotidien. C'est vrai, Françoise Degois. C'est vrai, faux ce que vous dites, et c'est même plus faux que vrai, parce que, par exemple, ça n'est pas ma cam, hein, évidemment, bien au contraire, mais Marine Le Pen a justement fait le choix d'une campagne de proximité. Bon, nécessité fait loi, bien sûr, parce qu'elle n'avait pas le début de l'argent pour faire des grands meetings, maintenant elle l'a, et donc et c'est la première, avec Jean-Luc Mélenchon, à avoir enfourché le cheval de bataille du pouvoir d'achat en disant on peut bien vous prendre la tête toute la journée avec l'immigration. La réalité, c'est que c'est le pouvoir d'achat. Donc là, je suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Il y a des gens qui ont enfourché les bons sujets et qui parlent aux Français. Moi, je crois surtout que on ne sait pas. C'est le dada de dire l'abstention. Je n'en sais rien si cette abstention sera si forte que cela. Je ne suis même pas sûr que ça soit le cas. Et deuxièmement, là où je vous rejoins, c'est bien sûr, il faut faire respirer la démocratie. Il faudrait en finir avec ce quinquennat et avec ces législatives qui sont collées à la présidentielle, qui valident une présidentielle, qui ne permettent absolument pas à la démocratie. Le malheur qu'a été ce quinquennat c'est un poison mortel. Ça, c'est vraiment les réponses stupides de Jospin à Chirac parce qu'il était vexé sur la vache folle. Parce que ça devait être avant les législatives et on a inversé le calendrier. Mais bien sûr, on inverse le calendrier. On a créé nous-mêmes les conditions du malheur démocratique, et donc vraiment une réforme constitutionnelle s'impose. Emmanuel Macron, comme toujours, la promet. J'attends de voir, bien sûr, mais encore une fois, je suis d'accord avec vous, il a absolument pas gagné. C'était sa promesse initiale. Oui, celle de Hollande aussi d'ailleurs. Hein. Oui, bien dans le micro. Oui, bien dans le micro. Comme je disais tout à l'heure, je vais éviter de m'envoler. Oui, parce que vous preniez du recul, c'est le cas de le dire. Il faut toujours prendre du recul. Non, effectivement, il y a certains candidats qui ont accès, mais les citoyens aujourd'hui ont la campagne présidentielle à travers nos écrans de télé. Et les écrans de télé, pendant tout le début de la campagne, ont en fin de compte orienté la campagne et beaucoup parlé sur des sujets qui n'étaient pas le pouvoir d'achat, les faux sujets. Et pour moi, je ne dis pas que les candidats n'ont pas de programme, encore heureux qu'ils ont un programme. Pour moi, il fallait aller plus loin et forcer un peu plus le trait. Je pense que les Français attendent aujourd'hui des réponses sur leur vie. À quoi sert la présidentielle ? Vrai sujet. Olivier d'Artigol. D'abord, il faut dire que les niveaux d'abstention ne sont pas le signe d'un peuple dépolitisé, d'un peuple qui ne s'intéresse pas. On est le peuple le plus politisé au monde. On a une abstention politique. Aux affaires publiques, c'est-à-dire qu'ils sont passionnément intéressés par la vie de la cité, plus qu'on ne l'imagine, et on le voit d'ailleurs au niveau local. Tout à fait. Quand on a des constructions dites citoyennes au niveau local sur de vrais sujets, on voit qu'il y a un potentiel citoyen, une richesse dans ce pays, dans cette société, formidable. Le seul problème, c'est que énormément de gens, et à juste titre, jugent aujourd'hui que cette élection est un verrou pour le changement. C'est-à-dire que d'élection en élection, ils ont vu que leurs conditions de vie, pour l'écrasante majorité d'entre eux, classe populaire et maintenant une partie très considérable des classes moyennes, ne s'est pas améliorée. Que la boule au ventre de quoi sera fait l'avenir, comment je vais m'en sortir. Aujourd'hui, est-ce que je fais le plein de mon frigo, le demi-plein de frigo ou d'essence, cette peur du déclassement, cette peur de ne plus pouvoir y arriver, fait que beaucoup pensent que l'élection présidentielle ne réglera rien. Et puis aussi, il y a une immense responsabilité dans ce qu'a été le macronisme, qui nous avait dit qu'il allait réenchanter la politique, d'avoir accélérer des choses qui sont engagées depuis longtemps en termes de dépérissement du débat politique. Cette fausse frontière entre progressisme et national-populisme, que sais-je. Ce discours macronien qui est de dire nous sommes le camp de progrès, en renvoyant dos à dos toutes celles et ceux qui auraient des propositions alternatives à ce qui est proposé, est un poison mortel pour le débat démocratique. Donc il y a tout ça qui est en train de s'agréger. Alors je pense que dans l'une des surprises, ou alors il y aura une abstention massive
qui peut produire dans le résultat des choses spectaculaires, ou alors une ruée vers l'urne, mais là aussi, des choses qui peut traduire aussi des choses spectaculaires. Aurélie Gros, c'est la ruée vers l'urne après la ruée vers l'or, c'est ça? Je pense surtout que la mission d'information qui a été faite à l'Assemblée nationale, justement sur l'abstention, qui était plutôt intéressant et qui a proposé 28 propositions et qui n'a pas été mise en place. Elle n'a pas été mise en place parce que je pense que le gouvernement avait surtout peur que ce soit vu comme une manip électoraliste, tout simplement. Mais je crois qu'aujourd'hui, il y a il y a un réel besoin. Nous, on a proposé, par exemple, les abstentionnistes, si on reconnaissait le vote blanc, peut-être qu'il y en aurait moins. Vous voyez, on parle du vote électronique. On peut être pour, on peut être contre. On a beaucoup travaillé, on a fait des réunions justement sur toutes les questions de démocratie. Le vote électronique, aujourd'hui, on a échangé par exemple avec Gilles Mentré qui porte le vote électronique. Quand j'entends toujours dire que le vote électronique, il pourrait avoir de la tricherie, on a vu dans certaines communes que même dans le vote aux urnes papier, il peut avoir de la tricherie. Je pense qu'il faut aussi évoluer avec notre temps. Et je pense par ailleurs qu'il y a autre chose d'intéressant, c'est que dans notre République, on doit être une République aussi de la participation et on doit s'appuyer sur ces 3 piliers. Il y a le consentement à l'impôt. Logique, c'est toujours normal. Assez fort, hein. Pardon ? Il est toujours assez fort, le consentement à l'impôt. Ça, il est toujours assez fort, je suis bien d'accord. Mais après, on pourrait aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire consentement à l'impôt avec le fléchage de l'impôt, en laissant moi, ce que je propose, c'est que les citoyens puissent flécher une part de leur impôt et qu'on leur laisse le droit de flécher et qu'on leur dise, voilà, un pourcentage de votre impôt sera fléché sur une part de politique publique que vous avez. En Italie, c'est le 1/100, oui, bien sûr. Donc ça, c'est des choses. Vous pouvez le donner à qui vous voulez. La loi, évidemment, sinon on ne peut pas vivre. Et le vote. Alors, je ne dis pas le vote obligatoire, mais pourquoi pas y travailler? Si on instaure des droits et des devoirs entre les citoyens d'aller voter et les politiques, qui ont aussi des devoirs. Reconnais le vote blanc alors. Hein. Mais je suis d'accord avec la reconnaissance du vote blanc. Non, mais la vraie, c'est-à-dire on le compte, vraiment. S'il n'y a pas le quorum, l'élection est annulée. Il y aurait peut-être plus d'abstention. Et il y aurait plus de gens et moins de votes contestataires, ce qui ferait monter moins des partis qui paraissent contestataires. Il est 18h42, les vraies voix sur Sud Radio. Présidentielle 2022, craignez-vous une abstention record? Vous êtes 50,4% à dire oui. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Les réseaux sociaux, on se retrouve pour la suite du débat. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Degois, Olivier d'Artigol. C'est notre grand débat présidentiel 2022. Craignez-vous une abstention record? Ça passe de 50,3 à 50,4 et de 50,4 à 50,3. Avec nous, Aurélie Gros pour un ministère des citoyens, un livre préfacé par Éric Revel. Justement, vous vouliez réagir, Françoise Degois. Je voulais vous dire, Aurélie, que je suis absolument d'accord avec ce que vous dites, sauf je suis d'accord surtout avec Annie et Olivier sur la mutilation du débat politique. Quand on organise la binarité comme ça, il y a le camp du bien et tout le reste, finalement, c'est le camp du mal, des archaïques et des mormons, avec la complicité d'un certain nombre de médias d'ailleurs. C'est très éprouvant. Et le deuxième point, c'est que je constate que c'est la première fois qu'il n'y a pas de campagne télévisée pour inciter les gens à s'inscrire sur des listes électorales. C'est encore tout cela, mais moi c'est mon point de vue d'éditorialiste politique très politisé, tout cela procède pour moi du cynisme total d'Emmanuel Macron. Mais c'est ce que pensent les Français. D'un côté, pourquoi ils ne vont pas voter? Parce qu'ils pensent que les politiques sont cyniques, qu'ils ne pensent qu'à leur gueule. Je suis désolée, mais c'est ce que pensent les Français. Dans de nombreuses réunions, on en a fait des centaines sur tout le territoire, sur tous les départements. Ils pensent que les politiques, ils sont là pour eux, rien que pour eux, et qu'en fait, les Français, ils en ont rien à faire. On regarde, ils ne se sentent plus représentés. Si on regarde à l'Assemblée nationale, ils ont l'impression de ne pas être représentés. Il y a des promesses qui ont été faites. Sur la proportionnelle? Sur la proportionnelle, qui est une vraie demande. Je crois qu'aujourd'hui, les Français veulent de la proportionnelle. Et on ne met rien en place. Donc ils disent, en fait, ils font leurs élections, ils ont qu'à se démerder entre eux. Emmanuel Macron l'a promise pour le second mandat. Mais et tout le monde se n'engagent que ceux qui les reçoivent. Ça, c'était Charles Pasqua qui le disait. Philippe Bilger, l'Himalaya de la pensée des vraies voix. Aurélie, tout à l'heure, quand j'ai fait référence au ministère des Citoyens, pardonnez mon ignorance, je ne savais pas que vous étiez impliqué dans un mouvement qui s'appelle le ministère des Citoyens, qui est une très bonne idée. Mais je voudrais revenir sur la proportionnelle. Est-ce que vous ne croyez pas que ce serait tout de même l'instrument le plus immédiat et le plus efficace pour redonner le goût de la politique
aux citoyens qui l'ont perdu. Parce que ce hiatus, ce gouffre entre le pays réel et le pays parlementaire, c'est tout de même accablant. Aurélie Gros. Je pense qu'effectivement, en tout cas les propositions que j'ai formulées, c'est qu'effectivement qu'il y ait une dose de proportionnelle, c'est un médicament immédiat. Par ailleurs, je pense que toute grande réforme dans le pays doit être précédée d'une phase de concertation sur le territoire au plus proche des Français. On ne peut pas gouverner un pays contre son peuple. Or, depuis 5 ans, ça, c'est le cas. Je veux dire clairement, on a vu les Gilets jaunes, on a vu l'émergence d'un grand nombre de collectifs. C'est un message qui est clair. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on appelle l'ensemble des candidats. C'est pour ça que, personnellement, je n'ai soutenu personne. Je n'ai pas apporté mon soutien, puisqu'on est non partisan. Mais on fait un appel à l'ensemble des candidats pour qu'enfin, ils consacrent le début de leur mandat à un sommet citoyen, à Marseille et non pas à Paris, et qu'on écoute enfin ces bénévoles, ces associations, ces citoyens engagés, et qu'on montre qu'on a décidé, en tant que politique, de changer notre regard sur la politique et de faire évoluer les choses. Donc, de la proportionnelle, des droits et des devoirs, la reconnaissance du vote blanc, évidemment, et aussi des grandes phases de concertation pour aller au plus proche des territoires. Je crois que les Français sont prêts. Après l'intelligence himalayenne de Philippe Bigère, l'intelligence pyrénéenne, mais c'est aussi haut que les Himalayas, les Pyrénées. Le dosso est beaucoup moins haut, hein, Philippe. Non, mais tout ce qui a été dit est juste. Il y a beaucoup de travaux parlementaires, de travaux de politologues, qui ont pointé tout ça. Moi, je pense que le quinquennat, l'inversement du calendrier, la pipolisation, la personnalisation en outrance de la vie politique, etc. Bon. Quand j'ai un gros coup de blues concernant la politique, ce qui peut arriver, je passe toujours des coups de téléphone à des copains qui sont maires, à Philippe Rio, à Patrice Bessac, à des copains maires dans de la ruralité. J'étais mon copain l'ESPAD Marc à Tarnos, dans les Landes. Et j'adore leur demander une chose: qu'est-ce que tu fais en ce moment ? Et ce qu'ils peuvent dire, le récit qu'ils font, y compris combien ça peut nous renourrir en imaginaire de politique, d'activités citoyennes, des choses où des fois c'est dur et ils réalisent, des fois ils reculent, mais après ils voient que des choses avancent de manière spectaculaire, des réalisations, des consultations, des acteurs qui ne se parlaient plus. Par exemple, il y a eu dernièrement dans l'Huma ou Libé, je sais plus, sur la question de la sécurité. Ils ont fait l'éclairage sur 2 villes, dont Angoulême de mémoire, où l'ensemble des acteurs du territoire se sont mis autour de la table. Forces de l'ordre, mais justice, acteurs sociaux, tout le monde. Et ils ont obtenu des résultats réels, probants, sur la baisse de l'incivilité, des formes d'insécurité. Donc c'est possible. Et il faudra un jour, véritablement, la réforme institutionnelle, parce qu'on ne peut plus continuer comme ça. Il faut quand même une réforme institutionnelle. Moi, on me dit chaque fois, Olivier, tu peux pas dire ça, je suis pas proportionnel intégral. On me dit, il n'y a pas de majorité, tout ça, je m'en fous. C'est-à-dire, après, il peut y avoir des majorités de projets. Voilà, il faut assumer ça. Moi aussi, j'assume proportionnel. Pas intégral, peut-être pas, mais en tout cas... Il faut assumer ça. Ça peut être après de projets. Bon, vous ne pouvez pas mettre une dose de... Mais en tout cas, il va falloir retrouver un discours positif plutôt que les chouineries permanentes sur la crise de la politique, sur... Il y a à portée de main des solutions. Lisez mon livre. Aurélie Gros qui ne chouine pas. Non, moi je suis une positive, une idéaliste. J'ai envie que les choses changent et je porte la bonne parole parce que je pense qu'il faut aussi être comme ça. Sinon on arrête et on passe à autre chose. Il faut toujours être positif. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Quand on regarde les maires, d'ailleurs, c'est les seuls élus qui sont encore considérés. Et c'est pour ça que ce que je propose, c'est aussi de réconcilier la jeunesse qui est un petit peu très loin des problèmes. Elle dit qu'elle va voter. Elle dit qu'elle va voter. Elle dit qu'elle va voter, mais moi, ce que je propose, c'est de les mettre. On voit les conseils municipaux des jeunes, c'est des choses qui marchent bien. Ça fait longtemps que ça marche. Vous savez, le budget participatif en Poitou-Charentes, Ségolène l'a inventé il y a 15 ans, c'est extraordinaire. On vous donne cette somme et vous en faites ce que vous voulez. C'est génial, franchement. Bah oui. Oui, non, mais je suis d'accord. C'est pour ça que je fais des compliments sur ce qui marche déjà bien, mais je pense qu'il faut aller un petit peu plus loin. Et je pense que de proposer une citoyenneté accompagnée dès l'âge de
16 ans et de proposer aux jeunes de 16 ans de pouvoir venir voter aux élections municipales. Je parle bien des élections municipales, ce qu'on appelle le droit de vote accompagné. On a bien le permis de conduire accompagné. Donc nos jeunes de 16 ans qui sont encore dans leur ville, qui s'intéressent au projet, ça leur donnerait... Notre vie, j'ai mis en place le conseil local des jeunes à Pau. Oui. Et ben, je peux vous dire, c'est formidable. Mais c'est formidable. Moi, j'ai géré le budget participatif en Poitou-Charentes, c'est génial. Vous leur dites, vous avez tant d'argent et vous faites ce que vous voulez avec. Et ben, ils sont super et en plus, ils ont plus d'idées que nous, les vieux. Et on peut rajouter le fonds d'amendement. Comme ça permet, avec les budgets participatifs, avec les budgets des citoyens, de rajouter des fonds d'amendement quand un projet est porté comme ça par les citoyens. Merci beaucoup Aurélie Merci Gros, auteur de Pour un ministère des citoyens, la nouvelle fabrique des idées, publiée aux éditions de l'Aube, un livre préfacé par notre ami Éric Revel, qu'on salue. Verdict sur Twitter, présidentielle 2022. Craignez-vous une abstention record et vous êtes 50,3% à dire non.